pays va se mettre debout. Et vous qui êtes témoins de cet événement, si vous croyez et que vous êtes debout et que vous êtes d'accord, vous n'êtes pas simplement là pour écouter, mais vous êtes là aussi pour agir en apôtre et acteur du panafricanisme. Je veux vous entendre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, lorsqu'en 1804, nous avons conquis notre indépendance au prix du sang, ce n'était pas la fin de notre combat, mais au contraire, une nouvelle page allait s'ouvrir, où nos oppresseurs ont déposé l'occupation physique pour nous occuper mentalement. Et rappelez-vous, lorsque la France a délégué Maurice Gaspard pour dire quel outil peut-on utiliser pour coloniser ce peuple, qu'a-t-il dit? Il existe dans ce pays des hommes qui se voient si français, des hommes qui se voient si blancs. On peut les utiliser pour continuer une nouvelle forme d'occupation. Ne me dites pas pourquoi, quelques années plus tard, nous avons signé le concordat de 1860 par lequel nous avons remis notre éducation à nos oppresseurs. Le premier combat de peuple part de la connaissance de soi. Il est temps de nous demander qui nous sommes, d'où nous venons. Ceci nous aide à comprendre que ce combat dans lequel nous nous engageons, c'est un combat difficile. Regardez, tout autour de nous, c'est un mensonge. Les oppresseurs sont si puissants. Physiquement, vous ne les voyez. Mais ils utilisent un outil puissant qu'on appelle éducation. Et il y a ceux qui viennent de l'université, si on leur demande quel a été le premier philosophe du monde, ils n'auront pas hésité pour vous dire Thalès. Citez les premiers philosophes, Thalès, Anaximandre, Anaximède. Mais mes chers amis, réfléchissons pour la première fois, peut-être pour toujours dans l'histoire et dans le temps. Si Thalès a appris la philosophie en Égypte auprès d'Imhotep, comment peut-on voir que Thalès comme le philosophe du monde? Réfléchissons pour l'instant. Ceci, c'est un exemple vivant pour nous montrer comment et combien les colonisateurs sont si puissants, ils continuent encore à occuper votre esprit. C'est pas sans raison que vous allez vous voir. En tant que Noirs, nous sommes les seuls peuples. Nous avons un Dieu qui semble à nos oppresseurs et un diable qui nous ressemble. Outils menés par les oppresseurs, c'est ce qu'on appelle le déni d'identité. Et Jean Prespas, à travers, ainsi par la l'oncle, a parlé de ce qu'on appelle le bovarisme collectif. L'haïtien, quand il arrive quelque part, il n'est pas fier d'être haïtien. Il est fier d'être canadien. Il est fier d'être américain. J'ai une double nationalité. Pour lui, être haïtien, c'est une honte. Et les impérialistes sont si forts. Ils ont réussi à mettre en place un système pour mettre des dirigeants à la hauteur de leurs attentes. Comprenez bien, lorsque vos dirigeants sont applaudis par vos impérialistes, vous comprenez qu'ils ne sont pas de votre intérêt. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Tchani, ils ne sont pas aimés parce qu'ils font un travail contre l'intérêt des oppresseurs. Et c'est de même, mes chers amis, vous devez réfléchir lorsque ce sont les oppresseurs qui décident qui vous dirige. Et vous allez voir, ceux qui vous dirigent, ils n'ont pas été choisis parce qu'ils sont dans votre intérêt. Ils ont été choisis parce qu'ils sont capables d'obéir aux règles dictées par les oppresseurs. Et mon cher Kémy Séba, permets à ce que je te dise, dans ce pays, il y a des hommes qui ont été assassinés parce qu'ils ont refusé d'obéir aux Blancs. C'est le cas de Rosalvo Bobo. En 1915, lorsque les Américains ont débarqué en Haïti, ils ont décidé à le mettre président. Quand il dit,
Je préfère mourir, m'envelopper de mon drapeau, au lieu de servir les étrangers. Et mon cher Kémy, cet après-midi, les jeunes universitaires sont heureux de vous accueillir parce que dans ce pays, on a besoin d'un peu d'espoir, on a besoin d'un peu de modèle. De l'Orient, du Bénin ou bien du Burkina Faso, du Niger, si vous observez. Et si je demande à ceux qui me regardent dans les yeux, quelle est la dernière fois un acte a été posé par vos dirigeants dans votre intérêt? Réfléchissons un instant. Réfléchissons. Qui dernière fois, messieurs, dames? Qui dernière fois, messieurs, dames, pendant notre vivre là, nous, les dirigeants pays, ça, déposons action qui fait nous plaisir, nous intérêt nous. Alors, qu'attendez-vous pour monter à bord? Pour dire, nous savons que le combat que nous menons est un combat difficile. Nous savons que nous risquons de perdre nos vies. Mais nous sommes sûrs, lorsque le moment sera venu, lorsque nous accueillerons la génération montante, nous leur disons, ça n'a pas été facile. Nous avons vécu, nous avons combattu, et nous vous passons la flamme du combat. Mes chers amis, nous ne devons pas nous laisser asphyxier par ce que vit le pays, par lequel tout le monde se sent comme si c'était un étranger d'Haïti. On rêve tous d'aller ailleurs pour une meilleure vie. Mais cette meilleure vie, mes chers amis, nous sommes des fous, comme dit Franck Etienne, fous qui fouaient, fou yaya. Si nous croyons que le nouvel haïtien dont nous avons besoin, c'est le blanc qui va le fabriquer pour nous, nous nous trompons. Si nous croyons que ceux qui placent les chefs d'État, ceux qui dictent leurs lois pour placer des ministres, des responsables, c'est de notre intérêt, nous nous trompons. Et aujourd'hui, mes chers amis, je veux que vous compreniez qu'Kémy Séba n'est pas un étranger, mais c'est un frère qui vient d'Afrique. Il est béninois, comme nous tous, nous sommes des descendants du Bénin. Il va pouvoir prendre la parole ce soir pour nous pouvoir transmettre la flamme de l'espoir, la flamme du combat. Nous avons besoin de ce pays, une jeunesse combative. Nous avons besoin de ce pays, une jeunesse debout. Nous avons besoin de ce pays, une jeunesse en garde à vous. Alors mes chers amis, à partir de cet instant, lorsque Kémy Séba va prendre la parole, je veux que vous vous redéfinissiez. Trop souvent, pour définir le noir, il recourt à quelques séquelles de l'histoire des descendants d'esclavage. Mais non! Nous sommes des descendants du roi Christophe. Nous sommes des descendants de Pharaon. Nous ne sommes pas des descendants d'esclaves. Nous sommes des descendants de rois. Nous devons nous voir comme tels. Nous devons nous traiter comme tels. Et sur ce, vous allez vous mettre debout pour accueillir Kémy Séba qui va vous entretenir. On y va, mesdames et messieurs. On y va. Mon cher Kémy Séba, voici la jeunesse haïtienne, jeunesse debout, assoiffée d'espoir, qui vous choisit comme son modèle. Dites-nous ce que nous devons faire, sur quel sillage marcher. Vous pouvez tous vous asseoir. Avant toute chose, j'aimerais, avec la profondeur la plus grande, vous demander à chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, qui êtes ici sur ce campus, étudiants, professeurs, journalistes, vous tous qui auriez pu tenter de partir, de quitter Haïti, quand on connaît les conditions extrêmement difficiles qui traversent le pays. Vous tous qui auriez pu prendre l'avion pour vous retrouver ailleurs, et on n'aurait pas eu à vous juger, parce que la situation que connaît notre peuple dans la diaspora ou ici au pays est toujours des plus difficiles. Vous avez décidé de rester. Vous avez décidé d'endurer les difficultés. Et pour cela, pour cet exemple, pour cette résilience, pour cette dignité, je vous demande de vous applaudir avec la plus grande puissance et que toutes les caméras du monde entier puissent vous entendre.
quand vous auriez pu fuir. Vous vous êtes enracinés quand vous auriez pu vous détacher. L'exemple qui est le vôtre aujourd'hui est l'exemple d'un peuple qui, même quand on veut l'ensevelir, est prêt à tout pour se libérer. Applaudissez-vous encore une fois, s'il vous plaît. Je sais que je dis ça, mais si certains ont l'occasion, peut-être qu'ils prendront l'avion. Mais la réalité est la suivante. Quand un peuple subit autant de persécutions, un peuple subit autant de censure sur le terrain économique, sur le terrain politique, subit autant de déstabilisation, mais que ce peuple est encore debout, c'est que ce peuple-là, le jour où il réanimera la flamme de l'espérance, ce peuple deviendra un centre de gravité pour le monde noir dans sa globalité. Je m'adresse à toute l'audience et aussi sans doute, comme c'est le cas dans tous mes déplacements, à quelques services de renseignement qui ont envoyé leurs émissaires ici aussi. Parce qu'aux quatre coins du monde où je me situe, je sais qu'ils viennent nous monitorer, nous entendre, nous écouter, en se disant qu'est-ce que ce nègre vient répondre. Nous leur répondons que nous venons répondre l'espérance, le rappel, et surtout clarifier la situation par rapport à ce que vit notre population. Aux quatre coins du monde, lorsque j'allume les informations à la télévision, j'entends les médias nous raconter que Haïti est le pays le plus pauvre du monde, ou l'un des plus pauvres, que Haïti est le pays où les gens se divisent gratuitement, que Haïti est le pays où les gangs font la loi avec des armes qui tombent du ciel. Un peuple qui n'est pas prêt à pouvoir se libérer, un peuple qui n'est pas prêt à pouvoir se développer. Et je souris. Si ce pays était un pays si désespérant, on n'aurait pas dans ce pays le plus grand nombre d'ONG de la planète qui viennent occuper le terrain, qui viennent financer la population, pour essayer de calmer une révolution qui arrivera tôt ou tard à éclosion. Si un peuple est un peuple pauvre, si un peuple est un peuple désespérant, vous n'auriez pas les ONG des pays prétendument les plus puissants de la planète qui viendraient coloniser ce territoire, comme c'est le cas. Ils vous disent qu'il n'y a rien à tirer d'Haïti. Non, on n'y allait pas. Et puis dès que vous avez le dos tourné, ils prennent tous l'avion pour venir ici. Pourquoi? Ils savent ce que vous ne savez pas. Ils savent ce dont vous ne vous souvenez pas. Ils savent le pouvoir que vous représentez potentiellement. Ils savent géopolitiquement ce que vous pouvez devenir si vous vous rappelez de ce que vous êtes réellement. Depuis la prise de pouvoir et l'instauration de la première République noire, Haïti est dans le collimateur de toutes les nations occidentales. Depuis que Haïti a botté on est devant des étudiants, on va dire le postérieur. On parle avec politesse, nous sommes à l'université. Depuis qu'Haïti a botté le postérieur de l'oligarchie française, le gouvernement français et les différents régimes de la France n'ont jamais pardonné cette humiliation. Et l'Occident a toujours regardé Haïti avec méfiance en se disant que si Haïti se libère réellement, et si Haïti peut fonctionner librement, Haïti risque de devenir un sida, un syndrome d'ingéniosité définitivement acquis qui va se propager dans le cœur de tous les Noirs du monde entier. Et tous les autres pays, toutes les autres Caraïbes voudront suivre l'exemple d'Haïti. Et ça, les Occidentaux ne le veulent pas. Et c'est pour ça qu'ils colonisent ce territoire par deux voies. La première, comme je l'ai énoncé il y a quelques minutes, ce sont les ONG qui viennent vous prétendre être vos amis. Mais comme on le dit toujours, des ONG qui n'aident pas les gens à se débarrasser de l'aide ne sont pas des ONG amis, ce sont des forces néocoloniales. Et c'est important qu'on l'utilise. Le deuxième aspect, et c'est l'aspect le plus crucial, on vous dit que le pays est aujourd'hui détruit par les gangs. De qui sont composés les gangs? D'Haïtiens. Vrai ou faux ce que je dis?
Vrai ou faux ce que je dis? Qui a donné ces armes à ces Haïtiens? Qui a fait en sorte que ces Haïtiens puissent s'entretuer? Qui? Ceux qui se présentent comme vos amis, mais qui depuis le départ de la libération d'Haïti sont nos ennemis. Le gouvernement français, le Canada, les États-Unis, qui se présentent comme des pays qui sont là pour accompagner Haïti, sont ceux qui livrent les armes en pagaille à la population haïtienne pour que cette dernière s'entretue. C'est la réalité que les gens ne veulent pas entendre. Ils vous disent, oh, regardez-moi ces nègres, ils ne sont pas capables de s'entendre, ils se tirent dessus. Ils avaient fait la même chose dans les années 70, dans les quartiers noirs aux États-Unis. Ils ont balancé la drogue, la cocaïne, la marijuana. Ils ont balancé les armes dans les ghettos pour que les ghettos s'entretuent. Et après, ils viennent dire au reste du monde, vous voyez, les Noirs ne peuvent pas s'entendre entre eux.